Final Fantasy XVI est un banger. Voilà, j'ai posé ça direct. Donc si t'es pas d'accord et que tu fais déjà ton petit commentaire, oui mais moi sur Xbox je préfère jouer à tel jeu, c'est Redfall, ta gueule. On n'est pas ici pour la guerre des consoles, tout le monde a des jeux bien, laisse-moi tranquille, je veux juste parler d'FF16, à quel point j'ai aimé le jeu, et surtout pouvoir dire un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui va bien dans le jeu, avec un peu de recul. J'ai fini le jeu il y a quelques jours, et en fait les conditions de test des testeurs étaient pas folles. Recevoir le jeu 5 jours à l'avance, bon, dans un jeu comme ça, le finir c'est important, essayer de refaire un NG+, c'est très important, surtout pour ce jeu-là. Donc j'aimerais qu'on voit ensemble, dans une partie déjà non spoil, un peu qu'est-ce que moi j'ai trouvé cool et pas cool. Et ensuite on pourra spoil, voilà, pour ceux d'entre vous qui ont torché le jeu et qui ont envie d'en parler, on voit à la fin et on peut faire nos fanboys ensemble. Premier point positif qu'à peu près tout le monde a relevé, c'est les combats primordiaux évidemment. C'est absolument fou, voilà, je peux pas donner le nombre de combats, j'en aurais peut-être juste rajouté un. Pour être super honnête, il y aurait peut-être un moment j'en aurais rajouté un, et il y a un boss fight dans tout le jeu qui m'a déçu, mais le reste, oh là là. C'est fou ce qu'ils ont fait, en termes de mise en scène c'est incroyable, en termes de musique c'est absolument fou. En termes de sensations aussi, le ressenti des coups il est très bon, le ressenti vraiment il se fout sur la gueule est incroyable. J'ai adoré le combat primordial, c'est le key selling point du jeu, hein, tout s'est fait dessus. On sent que ça a été bossé, qu'il y a un certain amour sur ces phases-là, et ouais, oui, voilà, je suis client, Yankee, gros Yankee ici. Donc voilà, je vais pas répéter ce que tout le monde a dit, que c'est incroyable et pourquoi. Moi, j'aimerais juste rajouter que j'ai adoré le fait que les combats primordiaux, tu peux les diviser en deux. C'est ceux qui sont plus cinématiques et ceux qui sont plus mécaniques. Pour prendre les deux premiers combats du jeu, qui sont pas du spoil vu que c'était ceux de la démo, le combat entre Ifrit et Phoenix au tout début, c'est plus cinématique, et tu prends le combat contre Garuda juste après, il est beaucoup plus mécanique en fait. Et moi je trouve qu'avoir cette dualité des combats qui des fois se resserrent, c'est-à-dire que t'auras des combats qui sont mi-cinématiques, mi-mécaniques, mais en fait c'est trop bien, ils ont parfaitement compris ce qu'ils devaient faire d'alterner entre les deux. Il y a une seule déception à un moment d'un boss qui est pas fou, mais le reste est absolument incroyable, notamment au milieu du jeu. Voilà, si vous avez fait le jeu, je vous fais même pas un dessin, vous savez duquel je parle, mais ce combat au milieu du jeu qui est absolument fou et dont on parlera à partie spoil, qui soulève tout le dernier combat qui est légendaire, enfin bref. Combat de primordiaux, c'est un 20 sur 20 absolu. Néanmoins, je vais faire un truc positif, un truc négatif, le rythme du jeu. C'est-à-dire que oui, les combats de primordiaux ils sont très bien. Par contre, les 3 heures de chienlit qu'il y a juste après, ils le sont quand même vachement moins. C'est-à-dire que c'est un problème du rythme qui s'étend sur tout le jeu malheureusement, c'est que tu enchaînes un combat primordial qui est absolument légendaire, et t'enchaînes sur 2 heures de ah si, on allait chercher des pièces pour faire mon vaisseau dans tout le monde entier, dans les 3 régions du jeu que t'as débloquées pour l'instant. Ah, dis donc, c'est intéressant ça, hein? Non, j'en ai vraiment rien à foutre, mais allez, pourquoi pas, ça permet de me reposer un peu le cerveau. Et le problème, c'est que le jeu fait vraiment un roller coaster, c'est-à-dire que t'as les moments épiques, combats primordiaux avec des twists scénaristiques absolument fous, et tu repasses dans 2 heures d'un peu mou, un peu pause. Ce qui est normal, c'est ce qui est censé se passer, j'imagine, dans la vraie vie, si t'étais que live, on va dire, mais c'est peut-être un peu trop fort. Ça aurait été bien que ce soit un peu moins de chill par moment, même si j'admets qu'il y a un moment du jeu qui t'enchaîne un petit peu les moments forts, bah en fait c'est assez court et ça enchaîne pas assez. Donc, et vu que c'est qu'une fois, bon bah tu le ressens pas vraiment. Et c'est dommage. Ils ont essayé de faire une cassure de rythme au début, ouais, mais ça marche pas vraiment. Tu le ressens un peu, mais c'est pas non plus fou. Surtout qu'en fait tout le jeu se répète, combat primordial, gros mou, donc c'est un peu dommage. J'enchaîne avec un autre négatif, parce que pour moi les deux sont intrinsèquement liés. Le rythme du jeu, c'est-à-dire les phases de chill, sont aussi gâchées par des quêtes annexes qui sont nulles. Non, elles sont pas nulles, elles sont osef. C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre. Je vais prendre la quête, je vais rendre la quête. Fin. Et ça aurait pu être ok si les quêtes m'apportaient une quantité d'XP décente, mais j'ai fait le test en début de jeu, tuer des mobs ça me rapportait 20 d'XP, rendre une quête annexe ça me rapportait 20 d'XP. Donc en fait je n'ai pas d'intérêt à écouter ton dialogue, à aller chercher ce truc, à te le rendre en fait. Je n'ai pas d'intérêt. Surtout que ce que tu me dis, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, ce sont des quêtes secondaires des FF14, et ça se sent. Ça se sent dans comment c'est raconté, ça se sent dans comment c'est joué, ça se sent dans comment c'est organisé. D'accord, vous avez voulu faire des quêtes des FF14 pour la jouer safe, etc. Mais c'est dommage. J'aurais aimé qu'il y ait des quêtes qui soient un peu plus... qui aillent un peu plus dans l'ordre de Valisthea. Qui m'explique un peu plus ce qui se passe, qui me fasse ressentir un peu plus le monde, qui me mette un peu plus dans l'ambiance. Ce qui est en vrai un petit peu fait avec les quêtes avec un plus. Vous savez la fameuse quête par exemple qui te redonne le chocobo, enfin qui te donne un chocobo pour être précis, ou alors la quête, toutes les quêtes secondaires autour de Blackthorn pour le rendre attachant. Ça c'était bien, elles étaient bien ces quêtes là. Il en aurait fallu plus, et je dis pas ça parce que c'est des quêtes avec un plus et que trop marrant on se marre, mais il y a quand même une différence entre les quêtes du chocobo et avec Blackthorn et les quêtes où on me demande juste d'agrandir mes potions. Pour moi il y a une dualité qui est absolument folle et qui marche pas du tout entre les deux. Qui plus est, pour revenir une dernière fois sur les problèmes de rythme et de quêtes annexes,
c'est même pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est qu'en fait tu sens qu'elles sont mises en scène comme FF14. Si vous avez déjà joué à FF14, vous voyez très bien de quoi je parle avec ce plan de caméra fixe et les personnages qui ne font juste que des emotes. Par exemple, l'emote tourner la tête, l'emote tendre la main, l'emote sourire, etc. Et en fait, FF16 a littéralement ça dans ses quêtes annexes et dans certains pans de l'histoire qui sont pas intéressants. En fait, moi, ma théorie, c'est qu'ils ont focus les combats primordiaux et qu'après, ils se sont étalés. C'est-à-dire que, imagine, par exemple, ce qu'ils ont dû faire, c'est faire le début du jeu très bien, faire la fin du jeu très bien, et ensuite ils ont cherché à rallier le début et la fin du jeu. Et en fait, du coup, ça donnait des moments où il fallait adapter un peu le récit pour coller à ces endroits-là. Alors c'est bien fait, en termes d'écriture, il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a pas trop de moments où j'ai envie de me péter le crâne, mais du coup tu sens que, vu qu'ils ont mis beaucoup de focus autre part, sur tout ce qui est ventre mou du jeu et quêtes annexes, on a fait des mises en scène FF14, parce que tant pis, c'est des quêtes annexes, on s'en fout. Et c'est dommage, parce que même les quêtes principales, des fois, ont cette mise en scène FF14 qui... En fait, ça fait bizarre, même si tu... En fait, ça fait bizarre, même quelqu'un qui ne connaît pas FF14, qui joue peu aux jeux vidéo, verra la différence de mise en scène entre les moments importants et les moments FF14. Et pour moi, c'est un problème. C'est un problème qui est une telle inégalité de contenu autour de la mise en scène dans le jeu. Bon, j'ai fini de chier sur le jeu pour un petit moment, maintenant je vais pouvoir parler de Masayoshi Shoken. Merci monsieur, merci pour ce poulet. Musique et ambiance, incroyable. Alors oui, je suis d'accord qu'il y a des musiques qui sont un peu OSEF, qui font un petit peu random, c'est-à-dire que il y a une musique parce qu'il fallait mettre une musique. En attendant, le jeu m'a toujours mis dans l'ambiance. Les musiques, quand elles devaient être marquantes, elles l'étaient à chaque fois. Genre, je pense à la musique de la Nef déchue, vous savez, quand on quitte la Nef déchue, qu'on est dans l'open world, là, cette musique-là. Pour moi, c'est marquant. Pour moi, elle va rester. Peut-être pas au stade d'un thème de Terra, je pense que ça c'est pour le thème d'Ifrit et Phoenix, mais elle va rester. En termes d'ambiance, c'est pareil, j'étais toujours... quand fallait soi-disant s'infiltrer, j'étais dedans, quand c'était épique, j'étais dedans, quand c'était un peu triste, j'étais dedans. Il y a un super taf sonore et musical qui pour moi, pour seul bémol, d'avoir des transitions qui sont absolument pas smooth dans les musiques et ça me trigger. Quand tu vois le taf qui est fait sur FF14 et sur FF7 Remake pour qu'en fait les musiques se collent, en fait dans le sens où les musiques sont en plusieurs parties, et pour passer d'une partie à une autre, la transition est smooth. Et en fait, dans FF14, ça marche, dans FF7 Remake, ça marche, et dans FF16, c'est pas le cas. Dans FF16, des fois, la musique, elle va juste couper d'un coup pour skip, en fait, la partie et aller une partie, la prochaine partie. Genre, t'es en plein milieu de la partie 2, elle va skip pour aller à la partie 3. Et ça fait un peu bizarre, des fois. Notamment, un combat, j'en parlerai plus en spoil, mais en fait, si tu joues bien, la musique, elle va juste revenir 5-10 secondes en arrière. Et je trouve ça dommage qu'ils aient pas plus bossé les transitions de musique que ça. Et ça m'étonne, venant de Soken, qui a fait un taf de fou sur 14, de pas l'avoir fait. Il y a peut-être des soucis, je sais pas, de budget ou de moteur, je sais pas, mais c'est extrêmement bizarre. En parlant d'ambiance, évidemment, les sons sont super, même si si tu joues avec le Gear de Titan et l'ulti de Phoenix, tu vas souvent entendre Clave hurler comme un dégénéré, mais sinon, ouais, non, tout le taf autour du son est super, et ça rend vraiment très très bien. Bravo Soken pour ce poulet, y a des musiques, je les écouterai encore dans quelques années, je le sais déjà. Je parle d'ambiance, mais il faut aussi parler que graphiquement, le jeu, il en jette de fou, putain. Alors oui, il y a des problèmes de perf en mode performance, ce qui est un peu ironique, où le jeu va fluctuer entre 60 FPS constant, rigide, vénère en combat, et entre 40 et 60 en open world. Apparemment, le mode qualité, lui, c'est mieux, c'est-à-dire qu'il est plus joli et 30 FPS constant, mais fait surchauffer ta PS5, d'un autre côté, de salles de ambiance. Peu importe le mode que tu choisis, ça va se jouer. En vrai, ça se joue très largement. Moi, je l'ai fait en mode perf pour le coup. Et déjà, graphiquement, c'était zinzin. Il y a des moments, enfin. Juste en termes de composition, de plans, c'est super. Mais juste en termes graphiquement, les textures sont incroyables. En termes de géométrie, c'est fou. La lumière, j'en parle même pas. Ils ont fait des dingueries. Genre, je pense au repère de Sid. La lumière, elle est tellement bien faite. Alors que la plupart des jeux, t'aurais juste foutu un vieux halo dégueulasse en haut avec une vieille texture 2D de merde là. Non, eux, ils ont fait un vrai taf de lighting et c'est trop bien. C'est super impressionnant, pour moi c'est un vrai jeu next-gen et ça fait vraiment plaisir. Quand tu vois là où FF7 Remake avait poussé la barre très très haute dans les phases de nuit et était dégueulasse dans les phases de jour, en espérant d'ailleurs que Rebirth va corriger ce problème, ce qui a l'air d'être le cas vu le premier trailer, mais FF16 est constant, de nuit c'est beau, de jour c'est beau, forcément c'est plus beau de nuit parce qu'on voit moins donc c'est plus beau, mais voilà, graphiquement je trouve qu'ils ont fait un super taf, il y a des tafs d'optimisation à faire, mais l'avantage c'est que ça peut se corriger avec un patch, parce que c'est pas la moitié du jeu qui est cassé. Ça aussi, point ultra positif. Un jeu qui sort où il n'y a pas de putain de Battle Pass, où j'ai pas acheté la saison, où j'ai pas acheté les DLC, où j'ai pas à vendre ma mère. Ah, juste j'achète le jeu, j'ai le jeu, ça fait trop plaisir. Putain, genre. J'ai le début du jeu, j'ai la fin du jeu, mais quel plaisir! Merci! Ça fait trop plaisir en fait. Et qui plus est, un jeu qui n'a pas de bug, qui va pas me cracher à la gueule dès que je vais tenter de faire un truc, un jeu qui va pas planter toutes les 10 secondes, un jeu où je vais pas rester coincé dans le mur, où il n'y a pas de problème de serveur. Ça fait du bien. En fait, ça fait surtout du bien en tant que PCiste. Enfin,
de mauvais PCI, parce que j'aimerais bien retourner sur console quand même, ça m'emmerde de jouer sur PC, mais juste t'es là, t'as ton jeu, tu le mets dans ta console, tu mets mode performance et ton jeu il tourne en fait. Il tourne, t'as pas de bug, pas de problème de serveur. Ça fait presque bizarre en fait de jouer un jeu aussi bien fini en 2023, et ça fait trop mal au cul de dire ça, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, enfin un jeu bien fini, bien polish, merci pour ça. Entre lui et Zelda, vraiment, merci pour ce boulot. Bon, j'ai bien saucé le jeu, donc j'aimerais parler de deux autres choses, pour moi qui sont liées, juste avant d'aborder le système de combat, pour finir un petit peu, je parlais d'histoire tout à l'heure, j'aimerais parler des personnages et de leur traitement. J'ai adoré le cast d'FF16. Qu'on le dise, je pense que c'est un de mes casts d'FF préférés avec le 10 et le 6, ce qui est ironique parce que du coup 10 et 6 ça fait 16, bien vu à moi. Le cast d'FF10 c'est incroyable, même si certains sont un peu en retrait, je pense un peu à Auron qui est un peu juste mystérieux et à Kimahri qui au final se dévoile très tard. FF6 c'est pareil, c'est un banger, mais au final chaque perso a un peu son arc narratif et c'est un peu la sensibilité de chacun. Moi typiquement je suis un grand fan de Céleste, et là ça fait plaisir de voir que tout le cast d'FF16 est régulier. J'ai aimé tout le cast. J'ai aimé Clive, j'ai aimé Jill, j'ai même apprécié Benedicta, j'arrivais à comprendre sa façon d'être et à pourquoi elle faisait ça. J'ai bien aimé tout ce qui était Sid, j'ai aimé Midge, j'ai aimé Caron, j'ai aimé Viviane, j'ai aimé Otto, j'ai aimé Gab. Et même ce putain de Blackthorn qui est juste un forgeron, j'ai réussi à l'apprécier et c'est fou le taf qui a été fait sur l'écriture des personnages pour tous les rendre attachants. Mais j'en viens également à mon problème, c'est que je pourrais vous parler du fait que j'aime les persos pendant des heures, mais il y a une différence de traitement assez folle entre ces persos et notamment les émissaires. Alors j'en parlerai plus en spoil, parce qu'évidemment ça vous spoilera certains personnages, mais je peux vous parler par exemple de Benedicta, parce que c'est un truc qu'on voit très vite dans le jeu. Benedicta a un traitement abyssal par rapport à d'autres persos, mais à un point où c'est se demander pourquoi vous avez fait du marketing sur Benedicta, tu vois, à part nous induire en erreur. Et c'est cool parce que du coup ça m'a surpris, mais d'un autre côté, je m'attendais à ce que ces persos-là soient plus développés que ceux de mon crew, qui est un peu l'univers étendu du repère. Mais ça fait un truc trop bien, parce que moi j'adore avoir ce cast qui est en fait un cast étendu, qui ne fait pas une justification, je crois, à la FF9, si je dis pas de conneries, où en fait c'est 4 personnages qui vont devant, et tout le reste du cast qui suit derrière au loin pour pas se faire repérer. Là t'as vraiment une justification narrative de... ceux qui sont avec toi, ils sont venus en mission avec toi. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils aient justifié et qu'ils aient été jusqu'au bout comme ça. D'autant plus que ton nombre de personnes dans le party member va fluctuer au fur et à mesure du jeu. C'est-à-dire que tu vas passer de 2 personnes à 5 personnes à 1 personne, et je trouve ça trop bien. Voilà, moi j'ai adoré comment ils ont géré ça. Mais tous les persos ont pas le même traitement et ça se ressent, notamment des persos où vraiment tu sens qu'ils sont volontairement mis en arrière pour laisser d'autres persos briller. Et en fait quand c'est leur moment de briller, tu sens que c'est un peu mou. Tu sens que c'est... c'est pas ça. Et c'est dommage. Mais... pour autant, même s'ils n'ont pas tous le même traitement, ils sont tous extrêmement attachants et bravo pour ça. Bon, maintenant qu'on s'est un peu attardé sur les personnages, j'aimerais parler du système de combat. Parce que lui, il fait parler en bien, il fait parler en mal, les gens ils se tapent dessus parce que c'est pas mon tour par tour, not my FF. Parce qu'évidemment, ils savent tous que le dernier FF tour par tour c'était FF10 il y a 20 ans, et que encore avant ça, c'était FF3, il y a 40 putains d'années. Bref, ce système de combat, donc celui qui a designé le système de combat, donc notre cher Suzuki, qui a donc fait DMC5 et Dragon's Dogma, nous a dit que FF16 c'était sa masterpiece. Et je suis d'accord. Moi je trouve le système de combat très bon, c'est-à-dire qu'il se complexifie avec le temps, même si, peut-être que ça prend un peu de temps à voir la jauge de rage, mais ça à la limite c'est un détail. Moi ça m'a plu le fait que tu peux jouer comme un bourrin, à juste bourriner. Genre, t'appuies sur carré, des fois tu mets un petit spell et ça marche. Ou alors tu peux faire des giga combos de fou furieux, et en fait les deux sont rewardants, les deux fonctionnent. Évidemment, faire des giga combos fonctionne mieux, mais le jeu va pas te pénaliser ultra sévèrement parce que tu ne fais pas de combo en fait. Et ça, j'ai trouvé ça bien. C'est un système de combat qui est fait pour que tu n'aies pas à apprendre 1 milliard de combos par cœur comme un DMC5, mais que tu puisses le faire si tu le souhaites. Et ça, pour moi, c'est génial. Surtout qu'on a pas mal de compétences disponibles. Alors, personnellement, je trouve qu'elles se valent pas tous. J'avoue que j'ai du mal à voir l'utilité des compétences de Shiva et de Bahamut dans l'ensemble, notamment. Là où je trouve que Odin, ça peut être marrant, mais un peu pas fort. Et où je trouve que Ifrit c'est broken comme Titan. Bon, après, le truc c'est que c'est mon playstyle aussi. Moi je serais beaucoup plus du playstyle de Odin, Phoenix au Titan que Shiva pour le coup, j'avoue. Mais oui, en tout cas, ce système de combat il est incroyable. C'est vrai que le jeu est un peu simple parce qu'il suffit au final d'esquiver et de bourriner tes sorts. Tu peux jouer comme ça, mais la vraie vérité c'est que pour la plupart, ils vont essayer de faire des trucs stylés. C'est un peu ce que t'induit le jeu, un peu comme un DMC5 finalement et un ARPG de manière plus générale. C'est que le jeu t'incite à faire des combats jolis. Tu peux faire des combats comme un dégueulasse, c'est juste esquiver, taper et ça va pas être beau. Mais si t'essayes de faire des trucs jolis, et ça va marcher. Ça va marcher parce que toi-même tu seras en mode oh putain c'est stylé, j'ai fait un beau combo machin. Et je trouve que pour ça le système de combat est cool, c'est que en vrai il est simple à prendre en main. Et big up aux options d'accessibilité que je trouve absolument trop bien. Le fait qu'on te facilite l'esquive ou que ça te fasse les combos tout seul. Ça, pour des gens qui vont bourriner leur touche carré ou qui n'ont pas la possibilité de le faire, je trouve que c'est trop bien.
Bravo à Square Enix pour ça, et d'avoir eu les couilles de mettre un truc d'accessibilité dans un jeu comme ça. Quand tu vois la shitstorm qui se prennent parce que là, je peux faire le jeu en appuyant que sur carré. Bah ouais, parce qu'il y a des gens, bah ils ont pas la chance de pouvoir appuyer sur carré aussi frénétiquement, ils sont ultra contents d'avoir ça. Donc bravo Square pour ça. Big up. Pour finir sur le système de combat, j'aimerais dire que le fait que tu puisses customiser un peu les icons, les primordiaux, pardon, je trouve ça incroyable. Le fait que, par exemple, pour ne pas spot, je vais prendre juste les deux premiers, donc Phoenix et Garuda. Si tu mets par exemple la compétence du percute de Phoenix niveau maximum, et bah tu peux l'équiper sur d'autres primordiaux. Par exemple, tu peux l'équiper à la place d'une compétence de Garuda. Et je trouve ça trop bien parce que ça va te permettre de faire des combinaisons de fou furieux. Et voilà. Moi je trouve que c'est à la fois simple et efficace. C'est-à-dire que je vais pas théorie-craft des heures mon build, mais tu peux faire des trucs trop marrants, tu peux faire des combos de fou. Enfin bref. On revient à ce que je disais. C'est facile à jouer et c'est difficile à maîtriser. Et je trouve ça trop bien. Bravo pour ce système de combat qui est simple et efficace. Il me semble avoir parlé du scénar, mais en fait je crois que je l'ai pas fait, donc je vais le faire là. Bon tant pis. J'ai beaucoup aimé le scénar du jeu. J'ai beaucoup aimé. Alors. Je sais qu'il y a un débat sur est-ce que le dernier tiers-quart du jeu est pas un peu en dessous du reste. Moi je trouve pas. Moi j'ai trouvé que tout se tenait, sauf les parties avec des petits mous qui étaient un peu bizarres, qui étaient un peu forcés en fait pour que le joueur lâche un peu la manette et puis souffler après des combats primordiaux qui étaient peut-être trop vénères pour certains. Mais ouais non clairement le scénar se tient très très bien. Il y a pas trop d'incohérences jusqu'au dernier quart où des fois tu vas regarder l'écran, tu vas faire quoi? Pourquoi? Pas de sens? Ils y fait. Mais sinon, vraiment, ça va. C'est même des fois drôle à quel point le jeu est terre à terre sur certaines décisions. Je pense au fait que des fois, la solution que va prendre le jeu, c'est une solution qui est à la fois très conne, mais très logique. Et c'est un truc que les jeux ne font pas. Je pense aux autres Final Fantasy, typiquement. Cette idée d'avoir un aéronef pour aller dans les airs. Genre, tous les FF, t'as ce moment où il faut faire un aéronef pour voler, machin. Alors qu'on a des putains de dragons, on a des primordiaux, etc. Et FF16 est très terre à terre avec ça, il est très dans une optique de bah attends, je peux me transformer en primordial, je peux voler avec mon primordial, pourquoi on le fait pas? Et moi j'ai beaucoup aimé ça, le fait que des fois il soit très terre à terre, très mature aussi. J'ai bien aimé la nouvelle maturité qu'apporte le 16 aussi, avec donc tout ce qui est effusion de sang qui servent le récit, même si je trouve qu'il y a une scène qui est peut-être un peu mature pour rien, et j'en parlerai en partie spoil bien sûr, mais dans l'idée c'était plutôt le bienvenu. C'est mature, c'est cool, et c'est pas uniquement mature pour dire lol du sang. Il y a quelque chose qui se sert derrière. Je pense typiquement au tout début, le fait que Joshua se retrouve aspergé du sang de son père. Il y a une symbolique derrière qui est absolument folle, et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient embrassé complètement la partie pays 18. Mais c'est vrai que ça peut faire bizarre à certains, comme par exemple le tout début avec Benedicta et Hugo Kupka. Il y en a plus d'un que ça à chacun de ça baisse dans mon Final Fantasy. Bah oui. Oui, Cloud, il a défouraillé Tifa. Oui, Tidus et Yuna, dans le bateau du livre, ils se sont foudroyés. Oui. Alors arrêtez de nous casser les couilles. C'est juste que là, ils vous le disent un peu. Et surtout que c'est juste un bisou dans un couloir, à un moment, faut les se faire foutre. Bon, pour ce qui est des points positifs, négatifs, majeurs, j'ai fini. J'aimerais juste aborder un point qui me laisse un peu dubitatif, ce serait l'exploration et la structure des niveaux. Dans le sens où j'ai fait le jeu, enfin j'ai eu le jeu une journée avant sa sortie, merci au Square Enix Store d'ailleurs de livrer la veille de la sortie, vous êtes des boss. Merci d'avoir fait un jeu un peu fermé. Je sors de Zelda, de Diablo 4, de Street 6. Merci de m'avoir fait un jeu avec des couloirs. Ça me fait du bien en fait. Ça me fait du bien de me dire que mon jeu, je vais passer que entre guillemets 40 heures dessus et que je vais pas avoir un jeu genre Zelda où je peux en passer 120. En fait, je peux passer 120 heures, mais j'en aurais pas besoin pour tout découvrir. Et c'est ça qui me plaît, et dans le fait que j'ai pas un monde gigantesque à explorer, au risque de rater des trucs, etc. Là juste je vais tout droit et des fois j'ai des trucs, tu vois. Mais d'un autre côté, en fait le jeu me fait des panoramas qui sont tellement magnifiques en permanence, je pense au tout début avec la forêt là sur les images que je montre. Avoir d'aussi beaux panoramas, de si belles compositions en fait en général, et d'aussi beaux plans, vous savez que j'ai envie d'y aller. Pitié, laissez-moi y aller. En fait, pour moi ça rentre dans cette catégorie de jeu où en fait, c'était tellement bien que j'aurais voulu que ce soit plus grand. Mais d'un autre côté, les zones ouvertes je les ai trouvées suffisamment grandes. Donc en fait je suis mitigé. J'aurais aimé qu'il y ait des zones ouvertes un peu secrètes. Genre, qu'en fait le jeu te fasse traverser des zones pendant le mode histoire, ce qui est normal, mais si tu y retournes plus tard, bah t'as des petites zones ouvertes secrètes avec des mobs secrets, des trucs un peu secrets, tu vois. Un peu à la FF10 finalement, un peu comme sur les plaines d'FF10 où t'avais l'endroit où est caché les sœurs Magus. Ça aurait été cool, tu vois, des petits ajouts comme ça. En soi, avec ce que j'ai eu, je suis déjà très content, ça me fait un peu plaisir un jeu couloir. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord et aurait préféré un jeu peut-être plus ouvert. Moi personnellement ça m'a plu, ça m'a permis de souffler, et ça me dérange pas un jeu couloir si le couloir est maîtrisé, et là j'ai trouvé qu'il l'était plutôt bien. Donc en verdict de tout ça, moi je trouve qu'FF16 c'est un banger, évidemment qui n'est pas exempt de défauts, mais je trouve qu'en fait ses qualités sont tellement fortes que ça arrive à gommer un peu les défauts si tu y mets du tien. Pour moi le seul truc, si quelqu'un doit se mettre à ce jeu et est pas trop fan de Final Fantasy, ou du genre RPG etc, il aura du mal avec les coups de mou, mais s'il s'investit un peu dans le scénario, normalement il tiendra jusqu'à la fin du jeu. Et donc pour moi c'est une victoire, et ça fait que j'ai beaucoup apprécié ce jeu pour ses personnages, ses combats, son ambiance, ses musiques, ses combats, enfin bref, ses combats primordiaux hein, du coup. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une PS5 pour ce jeu ? Je serais un connard et je vais répondre oui, mais parce qu'FF7 Rebirth arrive et que moi j'ai acheté une PS5 pour ce jeu en partie. Moi je suis très dubitatif d'avoir une sortie sur PC personnellement,
Quand je vois que déjà sur PS5 ça a du mal, et qu'on sait que du coup la CBU 3, donc la Business Unit 3, quand on dev le jeu, c'est pas non plus les pros de l'opti, il y a qu'à voir FF14. Un peu dubitatif sur la sortie PC qui a peut-être cramé le 3 cartes graphiques, mais à voir. En tout cas, si vous avez une PS5 ou la possibilité d'emprunter une PS5, faites le jeu, c'est un banger. Donc je propose qu'à partir de là, on spoil un peu pour ceux qui ont fini le jeu ou simplement qui s'en foutent d'être spoil et qui veulent que j'approfondisse un peu ces points parce qu'ils sont pas sensibles au spoil, ou ouais, ceux qui veulent définitivement parler de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils ont ressenti sur la fin. On va pouvoir en parler maintenant, donc attention, partie spoil maintenant. J'aimerais commencer avec ce que je disais sur les combats de Primordiaux, avec le fait que il y a un combat dans le jeu qui m'a extrêmement déçu, c'est le combat contre Odin. Odin, donc Barnabas Tarm, on te le vend comme étant un gars qui est arrivé de nulle part étant enfant, et avec sa bite et son couteau a littéralement repris l'entièreté d'un pays, et qui le dirige ce pays depuis 40 ans. Moi je m'attendais à ce qui est vraiment un combat de fou, vraiment un des combats les plus épiques du jeu, alors que le combat juste avant c'était Bahamut. Rendez-vous compte les attentes que doit y avoir sur le combat d'Odin. Et en fait le combat d'Odin c'est un combat mécanique, c'est-à-dire qu'il est pas impressionnant, il est difficile. Il est fait pour challenger plus ta maîtrise du système de combat que vraiment t'impressionner, et j'étais un peu déçu. J'aurais préféré un boss, limite qui est juste plus de... En fait, que ce soit un combat mécanique, ça me dérange pas, j'aurais aimé que ce soit plus impressionnant. J'affronte Odin. Odin, il a tenu tête à Bahamut en 1v1. Odin, on me le vend comme étant le gars qui a repris un pays solo. On me le vend comme un gars qui a des pouvoirs quasi divins. D'un autre côté, on pourrait comprendre ça par le fait que, en termes scénaristiques, Barnabas, c'est la pute, dans l'idée d'Ultima, qui veut juste se laisser tuer par Clive pour que ça devienne l'hôte parfait. Oui, en termes scénaristiques, ça se tient. En termes de mise en scène, ça marche pas du tout. En fait, on me l'a trop vendu, tu vois. On m'a fait monter une hype sur le combat, jusqu'à me faire monter une tour qui fait penser à la tour des FF3 ou 4, je sais plus. Ils m'ont fait monter une tour gigantesque pour l'affronter, le combat il est sous la pluie, tout me dit ça va être épique. Et en fait non, en fait c'est un peu random. Et j'étais un peu déçu de ce combat pour moi. Surtout que oui, ce que je disais c'est qu'il tombe après le combat contre Bahamut, qui est probablement avec le dernier boss le combat le plus impressionnant du jeu. Et surtout, un des combats les plus impressionnants de l'histoire du jeu vidéo, je trouve. Il est parfait. Pour le coup, le fight avec Bahamut, je le trouve absolument fou. En termes scénaristiques, la retrouvaille des deux frères de fauve, tout ce qui se passe avec le cristal mer, qui en fait devient une espèce de fleur un peu chelou. L'arène, l'endroit où tu te bats, genre sur le cristaux, avec le sol qui est un peu translucide et tout, c'est magnifique. Le fait que t'incarnes à tour de rôle Ifrit Phoenix et le Ifrit ultra fort. Le fait que ça fit dans le putain d'espace avec des Kamehameha de l'enfer. Enfin, tout ce combat est fou, la musique est folle. Enfin, j'ai adoré ce combat. C'est un des meilleurs que j'ai vu dans un jeu vidéo, ça je suis d'accord, et pas mal de monde le pense apparemment. Et ouais, combat de fou. Surtout que juste avant, c'était quand même le combat contre Titan, qui est un combat qui m'a fait énormément penser à God of War 3. Voilà, combat contre les Titans forcément, mais qu'est-ce que c'était bien. Peut-être un petit peu long le combat contre Titan, si je devais vraiment lui trouver un défaut, je dirais qu'il était un peu long. Notamment la phase finale où en fait on tombe et juste on bourrine la gueule de Titan. C'était pas nécessaire de lui mettre autant de vie, tu vois. Et ah oui, alors j'y pense maintenant, mais moi il y a un détail scénaristique qui m'a trigger avec le combat contre Titan. C'est le fait que personne ne l'a vu. En fait, vous savez, sur la fin du jeu, pour ceux qui l'ont fini, vous avez le cristal géant d'Ultima qui s'envole en fait, la provenance. Et en fait tout le monde le voit ce cristal dans le ciel. Et moi j'aurais aimé qu'il y ait une énorme partie de Valisthea qui voit le combat avec Titan, et qu'il le note en fait. Moi j'aurais aimé qu'il y ait une grande partie qui voit ce combat et qui en parle en mode putain t'as vu il y avait Titan qui se bat, il avait l'air de se battre contre quelque chose et tout, il était déchaîné. Et en fait non, ce combat quasiment personne le voit, et ça m'a un peu déçu. Moi j'aurais aimé qu'on me notice ce combat en mode oh je l'ai vu machin, genre que la moitié de Valisthea ait pu assister au combat, tu vois, j'aurais trouvé ça cool. Mais bon, ça après c'est du pinaillage, c'est juste moi qui fais chier. Toute la partie scénaristique avec Jill, c'est-à-dire où tu retournes au royaume de fer pour la libérer de l'autre prêtre de ses grands morts là, c'était très Osef tiers en fait, et je trouve ça dommage. C'est joli Le combat est pas fou, la zone est jolie, mais il n'y a pas de fulgurance en termes d'épique, il n'y a pas de fulgurance tout court en fait. Et je trouve ça dommage. Ça fait vraiment, on avait placé un cristaux ici en termes de world building, et fallait qu'on le détruise, donc on t'a fait une quête à l'arrache. Je trouve ça dommage. Pour moi, c'est un peu la partie faible du jeu, c'est cette partie avec Jill où tu retournes au royaume de fer, ainsi que la partie autour du combat d'Odin, qui essaie de te faire monter la hype, et au final à Odin ça redescend, donc t'es un peu déçu, donc t'es un peu deg, mais ça remonte très vite avec l'assaut de Crodrag, je crois, donc la capitale des Valodois. Et après, bon, le combat contre le dernier boss, évidemment, c'est un banger. J'adore regarder sur YouTube la gueule du combat, parce qu'en fait YouTube et Twitch n'arrivent pas à tenir le combat, notamment le combat avec Ifrit++ et Ultima++ en Ifrit Dark là, dans l'espace intersidéral qui fait penser à la fin d'FF7 Remake. J'adore ce moment parce qu'en fait il est what the fuck, et j'adore ce combat parce qu'il est à la fois débile et génialissimement épique, et que c'est juste impressionnant, et que YouTube et Twitch explosent dès qu'il y a ce combat. Voilà. Et surtout la musique à la fin contre Ultimalien, je crois, en VF, donc la fin finale d'Ultima, qu'est-ce qu'elle est bien. Le fait qu'ils utilisaient le prélude pour faire une musique épique, mais quel génie, Soken, mais oui,
t'as compris comment on fait en fait. Maintenant j'aimerais parler d'autre chose en termes de spoil, je parlais du coup du traitement de certains persos, et en fait j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui avaient aussi ce problème. Moi j'ai un problème avec Benedicta. En fait Benedicta on m'a fait tout un segment de la com autour sur le fait que c'était l'émissaire de Garuda, elle était même dans la démo, et en fait Benedicta au bout de même pas 5 heures de jeu, elle est morte. Elle est séchée, elle est au sol, elle est morte. Et c'est même encore pire que ça parce que tu n'es pas sûr qu'elle soit morte. Parce que à ce moment-là, tu sais déjà que Clive a survécu à se faire péter la gueule en Ifrit. Tu vas savoir 2-3 minutes après que Joshua a survécu à se faire péter la gueule en Phoenix. Tu sais qu'en fait, les gens après s'être fait péter la gueule en Préordel en général peuvent survivre. Et là, Benedicta est morte. Et tu le vois pas. Et c'est même encore pire, c'est qu'il y a cette scène que je trouve absolument folle avec Kupka qui reçoit une boîte et en fait il s'énerve et en fait on te dit jamais clairement ce qu'il y a dans cette boîte. Alors bon, tu devines que c'est la tête de Benedicta, mais en fait j'ai pas compris pourquoi vous ne me montrez pas la tête, pourquoi ils lui ont envoyé la tête, qui a envoyé la tête. En fait pour moi ça faisait vraiment Deus Ex Machina de on envoie la tête de Benedicta pour énerver Kupka et faire du scénario. Et ouais, ça m'a un peu, j'avoue que c'est le seul un des moments du jeu où j'ai un peu regardé l'écran de travers à base de ok, pourquoi pas, d'accord. Mais même overall, alors le traitement de Benedicta, il y en a qui l'aiment pas, il y en a qui aiment pas le fait que ce soit une meuf qu'on le dise clairement, elle utilise c'est clairement dit dans le jeu, elle utilise ses atouts pour arriver à ses fins. Autrement dit, elle hésite pas à sauter sur tout ce qui bouge. Et moi j'aime bien le fait qu'il y ait un perso comme ça, un perso vraiment qui n'a pas de limite. Il veut quelque chose, il va tout utiliser son corps, y compris pour l'avoir. Moi j'aimais bien Benedicta pour ça, je trouvais que c'était osé comme type de personnage. Mais en fait au bout de 5 heures il meurt, j'ai pas eu le temps de m'y attacher. Moi je m'attendais à ce qu'il rejoigne l'équipe, ou ce que ça reçoit un méchant récurrent. En fait, ce qu'elle a un avenir. Le fait qu'elle meure au bout de 5 heures de jeu, alors que j'avais des attentes sur le perso, ça m'a extrêmement déçu. Mais en fait, d'un autre côté, ça te conditionne au fait que les émissaires ne seront pas les persos principaux du jeu. Ils auront une importance, mais ce sera pas ton crew. Ton crew, ce sera Gab, ton crew, ce sera Byron, ton crew, ce sera Jill, ce sera d'autres persos en fait que les émissaires. Et d'un côté, c'est cool, mais de l'autre, j'aurais aimé que Benedicta serve un peu plus à quelque chose dans le jeu. Pareil pour Dion. Dion le Sage, donc l'émissaire de Bahamut, qu'on découvre assez tard dans le scénario au final, parce que t'as juste une vieille cinématique où il se bat contre Odin, je crois, et tu le vois. D'ailleurs, incroyable le fait qu'il ce soit un personnage en réalité qui est gay et que le bisou passe, le baiser avec, je crois, c'est Terrence, pas son majordome, mais son second, c'est fait tellement naturellement et tellement, en fait, c'est un cheveu sur la soupe, du coup, c'est une représentation géniale des LGBT. Bravo pour ça, Square Enix aussi. Mais le problème, c'est que le perso, au-delà de cette cinématique, tu le revois très tard, tu le revois avec Bahamut en fait. Et autant je trouve qu'il a un des twists les plus incroyables du jeu, avec l'idée qu'en fait, il a tué son père, donc il a pété un plomb parce qu'en fait, le gosse c'était Ultima et cette grosse salope de belle-mère de merde là et elle met fin à ses jours là. Mais en fait, le perso, tu le vois dans une cinématique au début, il fait sa transformation Behemoth au milieu, et il te rejoint un peu de manière random à la fin. Mais en fait, Dion, je le connais pas, j'ai pas trop eu le temps de m'attacher à lui, tu vois. Et même à la fin, il meurt d'une manière nulle, en fait, Dion. Il se bat contre Giga Ifrit, il se prend un truc dans la gueule, et c'est fini. Et en fait, je sais pas. Je trouve ce perso bizarre. C'est pas que je l'aime pas, loin de là, moi je trouve plutôt cool comme perso. Mais il me rend dubitatif. En fait, un peu le syndrome du tout ça pour ça, tu vois. Alors que c'est quand même Bahamut, mais moi j'aurais aimé que Dion soit un peu plus exploité. Comme Jill. Jill Warwick, mesdames et messieurs, parlons-en 2 minutes. J'adore Jill, je trouve que c'est un bon perso qui a des bonnes convictions, qui est relativement bien développé, mais pour moi c'est son problème. C'est qu'elle est relativement bien développée alors que c'est le personnage secondaire principal du jeu, elle est pas assez développée pour un perso secondaire. Qui plus est, j'en parlais du coup... Quand j'en parlais de la maturité, je disais qu'il y avait une scène que je trouvais bizarre. La scène où, juste après, du coup, le premier combat contre Barnabas, donc après que Jill et Clive soient tombés de l'Enterprise et qu'ils se retrouvent seuls sur une plage, ce moment où ils sont nus sur la plage et ils parlent de leurs sentiments, je peux comprendre pourquoi vous soyez nus, même si c'est extrêmement awkward. Et en fait, la scène paraît lunaire, littéralement. Alors après, ça parle de regarder la lune ensemble, d'accord, c'est rigolo. Mais j'ai trouvé tout le moment un peu lunaire, très touchant, mais très bizarre. Très Game of Thrones tiers. Et je sais pas quoi en penser. J'aime beaucoup, mais d'un autre côté, c'est bizarre. Et en fait, pour moi, c'est ce que je disais avec Jill, en fait, c'est que Jill, au début du jeu, elle est mise en arrière pour que Sid soit mis en avant. Et en fait, moi j'ai trouvé personnellement que ça se voyait, que Sid était extrêmement mis en avant, parce que des fois tu sens que Jill elle veut en placer une et elle le fait pas, ou tu sens que le jeu te dit et là Jill va parler mais en fait elle le fait pas, et que Sid soit mis en avant ça me dérange pas parce que c'est le meilleur Sid de la série encore une fois, mais Jill par la suite elle s'affirme un petit peu plus quand Sid n'est plus là, mais c'est toujours pas ça. Moi je trouve qu'elle manquait toujours un peu de développement, elle manque un peu qu'on m'expose un peu son caractère. Il y a pas de grand moment de Jill en fait, il y a pas un moment où Jill elle va 1v1 avec Shiva quelque chose. Elle le fait contre Barnabas, elle se fait péter la gueule, elle le fait face au truc de feu, Royaume de Fer, mais elle retient que la lave. Elle le fait au début contre Titan, au final ça finit sur une égalité. Et Shiva, on la voit mais 3-4 fois dans le jeu. Parce que Jill, elle a pas un grand moment badass. Et pour moi, c'est mon problème, c'est qu'elle a pas un giga moment badass. Après, le perso reste incroyable et reste extrêmement bien développé, mais on aurait pu avoir beaucoup plus, je pense. Mais ça n'en reste pas moins un très bon perso. Mais c'est vrai que c'est très frustrant de savoir qu'elle aurait pu avoir sa place aux côtés de Yuna ou de Tifa. Mais bref, très bon perso quand même.
Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire en partie spoil, parce que bah, si je repense au scénar dans l'idée, à part parler donc du fait qu'il y ait deux time skips, le premier time skip qui est... Ah oui, c'est ça qui m'avait trigger, le deuxième time skip, le jeu te spoil. Le jeu te dit avant d'aller briser le premier cristal, attention, le jeu va avancer très fort après ça. Mais me le dis pas, ne me le dis pas. Si j'ai raté des quêtes secondaires, tant pis. En fait, j'aurais aimé que tu me le dises pas. Je sais que dans FF14, ils le font parce qu'il y a vraiment des cinématiques qui peuvent durer des heures et des heures. Après, j'ai envie de te dire, quand je me suis jeté sur la provenance pour aller buter Ultima, on m'avait pas spoil que le combat final durait minimum 1 heure. Hein. Donc en fait, ça aurait été bien qu'on me spoil pas le deuxième time skip. Donc celui où Clive passe de la vingtaine à la trentaine, pour ceux qui sont un peu perdus. Après, du coup, la mort de Cid où il se passe 5 ans d'un peu rien. En termes de scénar, j'aurais aimé aussi. Alors, moi j'ai bien aimé. Bon, ça va faire très bizarre dit comme ça, mais j'ai bien aimé la petite fille qui s'occupe des différents persos principaux du jeu. Vous savez, après le premier time skip, c'est celle qui propose des remèdes à Jill. C'est celle qui va aider Dion à se réveiller après qu'il ait pété un plomb en tant que Bahamut. C'est celle qui va croiser Joshua et Yoté pour leur dire est-ce que vous avez besoin d'aide machin, qu'on va leur dire qu'on va l'envoyer chier dans l'idée. Et en fait on sait juste qu'à un moment Dion envoie Terence aider la petite fille avec de l'argent et tout pour qu'elle soit protégée. Et on sait pas ce qu'elle devient. Et je trouve ce personnage extrêmement bizarre. Parce qu'il est touchant, il en prend plein la gueule, il garde espoir, il est toujours autrui sans jamais avoir d'argent. Et c'est un super symbole d'espoir ce perso. Mais comment il finit? Il se passe quoi après? Que devient ce personnage? J'aurais aimé en savoir un peu plus. Il est trop mis en avant pour que ça se finisse juste sur Terence va aider la petite fille. Et ouais, pour moi c'est un peu dommage qu'ils aient pas un peu plus parlé de ce perso. Les quêtes avec Blackthorn qui étaient très bien développées aussi, ça j'en ai vaguement parlé, mais le fait que tu t'attaches à un forgeron très très froid, parce qu'en fait il ose juste pas dire qu'il est vexé par 2-3 trucs, je trouve ça trop marrant. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de mon avis sur le jeu, je pourrais parler des musiques et des persos encore pour longtemps, mais au final je me répéterai. Moi je trouve en tout cas que Final Fantasy XVI c'est un banger. C'est pour sûr le meilleur Final Fantasy depuis le 10, je pense que là à peu près tout le monde sera d'accord. Pourrait avoir des débats potentiellement avec des fans du 12 ou du 13, mais le fait est que le 12 avait littéralement des problèmes sur la fin qui fait qu'il était pas qu'il était pas fini, mais tu sens qu'il a été rushé sur la fin. 13 a des problèmes de rythme qui sont 100 fois plus vénères que 16 en a. Je ne compte pas 14 dans l'équation parce qu'il faut 300 heures pour en voir le bout. Donc pour moi c'est vraiment le meilleur FF depuis le 10. Je pense qu'il rentre dans mon top 5, ce qui ferait que mon top 5 FF maintenant ce serait un truc genre 10, 6, 7 remake, 16, 14. Très grand cru, bravo pour ça. Qui plus est, bah bravo aussi à Square Enix pour avoir tenté quand même de faire une prise de risque de fou. C'est-à-dire que les Final Fantasy sont connus pour prendre des risques à chaque fois sur un système de combat qui sont toujours différents. Fut une époque c'était un peu minime, je pense par exemple aux différences entre 6 et 7 qui sont au final assez minimes par rapport à ce qu'on aura par exemple avec le 7 et le 8 où l'écart est débile. Enfin, le 8 est un jeu à part, tellement son système de combat est différent dans la série FF. Ensuite, on a eu le 10 qui est revenu en tour par tour, le 12 qui a fait une sorte de MMO solo qui a inspiré Xenoblade, le 13 qui a fait son espèce de bâtard temps réel tour par tour, temps réel ATB pour être précis. Et puis on a eu le 15 qui a essayé de faire du Kingdom Hearts, et là le 16 qui fait du Devil May Cry, et je trouve que ça marche très très bien. Bravo à eux d'avoir assumé ce virage et d'avoir pris des risques sans pour autant tuer le jeu. C'est-à-dire qu'ils ont pris des risques sur le système de combat, sur la narration, sur pas mal de choses, sur le retour au médiéval fantastique, et ils ont joué safe sur tout ce qui est quête annexe, structure des niveaux, c'est-à-dire fait que ce soit des zones un peu l'FF14. Et s'il y a pour moi une conclusion qu'il faut que je retienne d'FF16, c'est que peu importe ce qu'on pense d'FF16, en bien ou en mal, je suis intimement persuadé que si on reprend la même équipe pour faire FF17, on aura un des meilleurs Final Fantasy jamais fait. J'en suis intimement persuadé. Et est-ce qu'ils vont reprendre la même équipe pour FF17? J'en sais rien. En tout cas, là, de toute façon, on est dans le train de la hype pour FF7 Rebirth, qui va très probablement être aussi bien que Remake, même si pour moi Remake est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps, mais la nostalgie n'y est pas pour rien. Pour moi, FF16 c'est un excellent cru, pour moi c'est un système seller. Si t'as une PS5, il te faut FF16 dessus, et quand il sortira sur PC, je vais vraiment faire chier le monde entier pour que le monde entier y joue. D'autant plus que, avoir une PS5 pour FF16, c'est dire jouer à Rebirth à sa sortie dans 6 mois, donc pour moi c'est worse. Voilà, je suis allé dans tous les sens, j'espère que c'est compréhensible et que j'ai pas trop perdu de gens, parce que j'ai vraiment juste noté mes points sur un bloc-notes et après j'ai déroulé quoi. J'avais besoin de parler de ce jeu, je sais pas pourquoi, le fait qu'Internet entier se mette à l'apprécier, à le détester ou à l'adorer, j'avais besoin de me situer. Moi je l'adore, je pense qu'il y a beaucoup de choses à défendre de jeu, même ceux qui détestent seront d'accord pour le fait qu'il y ait énormément de choses à défendre. J'espère que ceux qui ont torché le jeu, vous allez avoir 2-3 trucs à dire en com, qu'on puisse en discuter un peu. Vivement qu'Internet finisse ce jeu pour qu'on puisse tous en parler tous ensemble. Et ça commence, ça y est, les gens commencent à finir le jeu et c'est cool, donc voilà. En tout cas, si vous avez survécu à cette vidéo, bravo à vous, merci d'avoir écouté, et voilà, salut hein.